Oi, gente! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle JVDT. Et aujourd'hui, on va parler de la mystérieuse mort de la chanteuse, rappeuse Left Eye du groupe TLC. C'est pas du tout ma génération, je vous avoue, mais je pense que si je vous mets ça, vous connaissez très sûrement, ou peut-être pas du tout. Je vous l'avais abordé dans la JVDT de la mort de Aaliyah, mais aujourd'hui je vais rentrer un peu plus en détail sur sa carrière. Ses conflits avec son label, le fameux Clive Davis, qui est donc le mentor de Diddy. Pour beaucoup, Clive Davis est littéralement le cerveau de Diddy. J'hésite à faire une JVDT sur lui ou sur Tommy Mottola, qui est donc l'ancien président de Sony Music. Et pourquoi vous embrouillez là? Je disais, j'hésite à vous faire une vidéo soit sur Clive Davis, soit sur Tommy Mottola. Beaucoup pensent que c'est lui qui est derrière la mort de Michael Jackson, donc ça peut être intéressant à creuser. Dites-moi lequel des deux vous préférez pour l'instant. Mais on va donc parler de Lisa, de sa carrière, les conflits et puis toutes les théories autour de sa mort, et il y en a pas mal. Et on va aussi aborder les updates de l'affaire Diddy Tankonye. What happened to Usher? Man, nigga was from the butt. Comme ça, je peux vous expliquer ce qui s'est passé récemment. Aujourd'hui, on est donc le samedi 5 octobre. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et c'est parti! Ah oui les gars, et dans ma dernière vidéo, on m'avait demandé pourquoi je tenais cette foutue tasse dans mes mains. En fait, c'est juste une façon de moins se faire ça, parce que sinon je parle comme ça, je deviens italienne et je parle beaucoup trop avec les mains. Le groupe TLC a marqué l'histoire de la musique dans les années 90 et au début des années 2000. Il s'agit d'un des groupes féminins les plus emblématiques de cette époque, notamment grâce à leur mélange unique de R&B, de pop et de hip-hop. Leur premier album a été très rapidement un succès. Elles sont devenues l'un des groupes féminins ayant vendu le plus d'albums de toute l'histoire de la musique. À cette époque, la scène musicale était déjà remplie de groupes féminins, des Spice Girls à Destiny Child. Mais c'est vrai que TLC se démarquait par leur audace. Elles apportaient une touche de hip-hop et un engagement social très rare dans leurs chansons. Par exemple, elles militaient activement pour le sexe protégé à une époque où la sensibilisation du VIH était très tabou. Left Eye soulignait même ce message en portant un préservatif sur son œil. Comme je vous ai dit, elle était la rappeuse du groupe et probablement le visage le plus reconnaissable de TLC. En plus de leur musique, ils abordaient aussi des sujets puissants, la lutte contre la violence faite aux femmes, l'estime de soi. Il y a par exemple leur chanson Unpretty qui est un parfait exemple traitant l'image corporelle et la pression sociale sur l'apparence. Donc c'est hyper cool de voir qu'il y avait déjà des personnes qui faisaient ça dans les années 90-2000. Au-delà de leurs paroles très engagées, elles étaient aussi des icônes de la mode. Leur tenue des années 2000 était extravagante, amusante et vraiment totalement unique. Les clips aussi, c'était hyper original, c'était des clips un peu futuristes. Tout ça pour dire qu'elles avaient vraiment ce petit truc différent, cette petite touche différente. Bon, je vous ai commencé en racontant leur réussite, mais revenons en arrière. Chez qui elles vont donc signer leur label. Malheureusement, elles vont pas faire le meilleur choix. Après, elles étaient très jeunes, mais elles vont donc signer chez LaFace Records. Alors, LaFace Records appartenait à trois grandes personnes. Il y avait Babyface, un chanteur et compositeur à l'époque. Il y avait aussi El Harid et le fameux Clive Davis. Clive Davis, grande personne, extrêmement influent et puissant dans l'industrie musicale. Mais le problème, c'est qu'il avait aussi une réputation pas ouf. Voilà, il avait la réputation de voler de l'argent de ses artistes, de les forcer à rembourser des investissements avec des faveurs. Il les manipulait avec de la drogue. Si vous vous mettiez sur son chemin, il pouvait même vous faire disparaître. Voilà sa réputation. Beaucoup pensent que c'est ce qui arrivait par exemple à Whitney Houston. Et devinez qui c'est qui a donné son premier emploi à P. Diddy dans l'industrie, c'est donc Clive Davis. C'est pour ça qu'il est connu pour être le mentor de Diddy. Le garde du corps de Diddy a même dit que Diddy avait tout appris de Clive Davis et qu'il était littéralement son miroir. Bref, vous avez compris, c'est un homme qui laisse une traînée de destruction sur son passage, et quand il a mis la main sur TLC, les trois petites jeunes, ben ça n'a pas été différent. Pour que vous ayez une idée, en 1995, TLC était donc l'un des plus grands groupes féminins de l'époque et elles ont dû déposer un bilan pour faillite. Pourquoi? Parce que malgré leur succès énorme, elles ne touchaient
pas un seul centime. Faut pas oublier que à cette époque, au milieu des années 90, les femmes et surtout les jeunes femmes noires malheureusement n'avaient pas vraiment de voix dans l'industrie musicale. Donc quand elles ont signé leur contrat avec La Face Records, elles étaient très jeunes. En grandissant dans l'industrie, elles ont réalisé que quelque chose clochait et elles vont s'exprimer auprès de leur label, mais ça va pas marcher. Et du coup un jour, elles sont montées sur scène pour accepter donc leur Grammy Awards, puisqu'elles en avaient eu 2, donc pour que vous ayez idée à quel point elles sont, voilà, elles sont montées sur scène et elles vont donc dénoncer ce qui se passait, puisqu'elles vont dire: on est contente, mais en fait on ne l'est pas vraiment, car on a vendu 10 millions d'albums, on a rapporté 80 millions à notre maison de disques, mais on n'a pas d'argent. Been quiet long enough. I'll put it to you this way. We are the biggest selling female group ever. We have worked very hard. We have been in this business for 5 years. And we are broke as broke can be. 10 million albums, how can you be broke? And 2, what's coming up with Left Eye Productions? I can't go into everything right now, but trust me, you can sell 10 million albums and be broke if you have greedy people behind you. Et c'est vrai que Left Eye, c'était celle qui s'exprimait le plus, et sur les injustices en général dans le milieu. Donc parlons un petit peu de son enfance. Elle venait d'un milieu familial extrêmement difficile. Son père, bien que présent, avait des problèmes d'alcool, et il a fini par la rendre elle-même dépendante. À 15 ans, elle luttait déjà contre cette addiction, allant en réhabilitation très jeune. Cette dépendance a engendré des problèmes personnels dans sa vie, notamment dans ses relations amoureuses. Au début des années 90, par exemple, elle a commencé à fréquenter le joueur de football américain André Rison et leur relation était extrêmement toxique. À un moment donné, ils ont eu une altercation physique où il a frappé et elle a réagi en mettant le feu à sa maison. Voilà, alors pour remettre les choses dans le contexte, de base, elle voulait brûler ses chaussures après qu'il ait frappé. Elle a mis ses baskets dans la baignoire et elle a mis le feu à ses chaussures, mais le feu il s'est propagé beaucoup trop rapidement et ça a détruit toute la maison. Je crois qu'il y avait eu un truc où il y avait $1 million de préjudice, mais à savoir, ce n'était pas la première fois que la baignoire avait pris feu, puisqu'en fait, il y avait eu une autre fois où Lisa, elle avait donc appris qu'il avait trompé. Voilà. Elle avait surpris en train de le tromper, encore pire. Et du coup, alors je ne sais pas si une embrouille a éclaté et elle a décidé de brûler les ours en peluche qu'il lui avait offert ou si c'est lui qui l'a fait. Mais en tout cas, ils vont mettre l'ours en peluche dans la baignoire et ils vont y mettre le feu. Par la suite, du coup, il a dû remplacer la baignoire par une autre et il en a pris une autre moins chère et les policiers pensent que c'est peut-être ça qui a facilité la propagation rapide du feu la deuxième fois. Mais je sais pas, si vous êtes énervé, ne brûlez pas des choses, prenez un couteau et le nounours, pas besoin de mettre le feu quoi, dans la maison. À la fin, avec l'histoire de la maison qui a pris feu, la deuxième fois, elle a fini par faire de la prison. Elle est restée 5 mois en prison, mais elle est ressortie peu de temps après. Et comme je vous ai dit, la relation avec André n'était pas seulement violente parce qu'il s'entendait pas bien et qu'il était abusif et que c'était un connard. Non, pas du tout. Il était aussi extrêmement jaloux d'une personne très importante pour notre histoire, qui est donc Tupac. Left Eye et Tupac étaient très amis et à savoir, André le connaissait déjà avant même de commencer à sortir avec Lisa. Il était ami avec Tupac depuis très longtemps. Sauf que André s'est vite rendu compte qu'elle avait une affinité particulière pour Tupac. Elle parlait souvent de lui en interview, elle disait qu'elle l'admirait énormément. Elle avait cette façon, vous voyez, de parler de lui. Tupac, what did he mean to me? It was a little weird being in the presence of Tupac and we're very similar to the point where we almost clashed. Both Geminis, and it was almost like 4 people being in a room. Tupac, lui, il aidait beaucoup dans sa carrière, il jouait vraiment ce rôle de mentor, ils étaient très proches, presque comme des frères et sœurs. Moi et Marco, tout le monde disait aussi qu'on était des frères et sœurs, quoi, que c'était mon grand frère il y a 6 ans, parce que on se connaît depuis 6 ans, mais on s'est mis ensemble il n'y a même pas 3 ans. Donc bon, l'histoire de grand frère et grand sœur, voilà. Mais tout le monde dans son entourage disait qu'ils avaient une connexion très spéciale. Mais à l'époque, ils ne pouvaient pas être ensemble. Tupac, lui, traversait des choses très compliquées dans sa vie. Et Lisa, elle était bloquée dans cette relation avec André. Mais c'est vrai que beaucoup de personnes disaient que si Tupac avait voulu, elle aurait probablement tout quitté pour être avec lui, qu'elle attendait que ça pour sortir de cette relation abusive. Et ils disent aussi que André le savait. Ce qui expliquait du coup une grande partie des problèmes dans leur relation, en plus que ce soit un connard. C'est du coup grâce à Tupac que Left Eye a rencontré donc Suge Knight.
producteur et propriétaire de Death Row Records, donc le label auquel Tupac avait signé. Ce label était donc le rival direct de plusieurs autres labels, comme le label dirigé par Clive Davis, mais aussi Bad Boy Records, dirigé par Diddy. Quand Left Eye a décidé de suivre une carrière solo sous Death Row Records, les membres de TLC ont décidé à nouveau de réclamer ce qui leur était dû, donc leur argent chez LaFace Records. Elles avaient des millions de dollars à récupérer. Pour que vous ayez une idée, après avoir fait 75 millions avec leur premier album, elles ont reçu 50 000 dollars à partager en 3. Elles ont fait 75 millions et elles ont gagné 50 000 dollars divisé par 3. Il y a un problème. Et vous savez ce qu'elles vont faire? Je pense que personne ne s'attend à ça. Lisa, donc Left Eye, a recruté un groupe de détenues féminines du centre de réhabilitation où elle avait purgé donc 5 mois de prison, et elles ont décidé de prendre en otage Clive Davis. C'était ça le plan. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, quand ils essayaient de récupérer leur argent, parce qu'elles essayaient, hein, ils allaient lui dire non, mais c'est à lui que tu dois demander, non, c'est lui qui doit régler ça. En fait, ils faisaient que se renvoyer la balle. Donc au bout d'un moment, elles ont décidé de prendre d'assaut les bureaux, et l'objectif était de faire pression donc sur Clive Davis et Arista pour qu'ils versent l'argent qu'elle devait avoir, quoi. Cet événement a non seulement marqué l'histoire du groupe, mais a également mis en lumière les abus auxquels les artistes étaient souvent confrontés dans l'industrie de la musique, où ils étaient sous-payés malgré leur succès commercial, surtout à l'époque. Il y a des rumeurs, alors j'ai lu ça à plusieurs endroits, que Diddy était dans les bureaux quand les filles sont arrivées et qu'il a un peu participé à l'embrouille en question. Est-ce que c'est vrai ou pas? We walked into Clive's office. Puffy was in there playing his music and stuff. Walk in, and of course everybody's like friendly and ready to say hello. And Tion's cousin walks over, stops the tape, gives it to Puffy and says, TLC's got a meeting with Clive and you got to go. Your meeting's over. Par la suite, elles ont donc commencé des négociations de leur contrat. Alors moi, ça m'a étonné qu'elles se sont pas dit « Donnez-moi mon argent et je me casse ». Après, peut-être qu'il y avait des clauses dans leur contrat qui faisaient qu'elles devaient rester là pendant tant de temps. Mais elles ont donc contesté les termes défavorables de leur contrat. Elles ont demandé de revoir leur rémunération, et après des négociations et des pressions publiques, elles ont réussi à obtenir un nouveau contrat qui leur était plus favorable. Mais à savoir, elles n'ont jamais récupéré l'argent qui leur était dû du premier album qui a explosé. Lisa va décider de prendre du recul avec le monde de la musique, et elle entame donc une pause musicale avec TLC, préférant se concentrer sur une carrière solo et une pause spirituelle. Et c'est pendant cette pause spirituelle qu'elle va malheureusement décéder, et c'est donc de ça qu'on va parler maintenant. La mort de Lisa a eu lieu donc à Honduras. Elle faisait une retraite spirituelle de 30 jours. Elle accompagnait également plusieurs jeunes femmes qu'elle encadrait à cette époque. À savoir, cette retraite était menée par un médecin très controversé dans les cercles d'Hollywood, le Dr Sebi. Le Dr Sebi était connu pour avoir traité des célébrités comme John Travolta et également Michael Jackson. Mais il était aussi connu d'une pas bonne façon, puisqu'il avait carrément été en prison pour avoir pratiqué de la médecine sans sa licence, et du coup il a finalement été arrêté, contracté une pneumonie en prison et il est mort. Pardon, c'était un peu brutal dit comme ça. Lisa de son côté travaillait donc sur des projets solo à cette époque et collaborait avec Coca-Cola et des chaînes de télévision pour son documentaire. Il y avait un documentaire qui allait arriver, et ce qui fait que tout ce qui s'est passé à ce séjour était filmé, dont sa mort, puisque sa mort a littéralement été filmée, son accident a été filmé. Quelque chose à savoir, pendant ce séjour, elle était très tourmentée, parce que 2 semaines avant sa mort, elle était dans une camionnette avec son assistante personnelle et d'autres personnes lorsque elles ont renversé un enfant de 10 ans. Lisa, elle a tout fait pour tenter de sauver cet enfant. Elle a porté dans ses bras jusqu'à l'hôpital, elle a payé les frais médicaux, elle a tenu dans ses bras jusqu'à son dernier souffle. Et quelque chose qui va énormément la marquer, c'est que cet enfant portait le même nom de famille qu'elle. Il s'appelait Lopez. These are the shoes that belong to the little boy. Lisa, elle était convaincue qu'un esprit la suivait et que quelque chose allait arriver, quelque chose de mal. Elle croyait que lorsque cet enfant, Lopez, était mort, l'esprit s'était trompé et avait pris le mauvais Lopez. Elle pensait donc que la mort rôdait autour d'elle. Le jour de son accident, elle conduisait à Honduras. Il y a des enregistrements d'elle parlant avec les personnes présentes dans la voiture. Puis soudainement, elle a perdu le contrôle du véhicule.
Elle est allée sur la voie opposée et la voiture a tout simplement fait des tonneaux. Elle a subi un traumatisme crânien et elle est morte sur le coup. C'est la seule qui est décédée. Je crois qu'ils étaient 6 ou 8 dans la voiture. C'était une grosse voiture, c'est la seule qui est morte. Les gens ont commencé à essayer de comprendre ce qui s'était passé, pourquoi elle avait perdu le contrôle de la voiture. Ils vont faire une enquête, ils ont fait une autopsie sur son corps, ils ont vu qu'il n'y avait aucune substance toxique. La voiture aussi, elle va être analysée, il n'y avait pas de problème mécanique, il n'y avait rien qui a fait que la voiture a perdu le contrôle. Quelque chose qui va être mentionné, c'est que pendant cette retraite spirituelle, elle faisait un jeûne assez intense, donc elle consommait que des liquides, que des herbes et elle mangeait toutes les je sais pas combien d'heures. Mais les médecins vont dire une fois de plus que rien ne justifie le fait qu'elle ait perdu le contrôle sans aucune raison. En plus, ça a été filmé, on la voit pas s'endormir, elle avait pas l'air fatiguée. Il y a des images d'avant où elle était en pleine forme, donc c'est vraiment le mystère. Lisa does not appear to have been wearing a seatbelt. Initial reports say there were no other vehicles involved, but by slowing down the video footage being shot by a documentary cameraman at the time and watching frame by frame, at the point Lisa swerves, a red shape is visible in the extreme right of the frame. By zooming in, we can see it's a red car, and Lisa appears to be swerving to avoid hitting it. Lisa was forced to take evasive action. Maintenant, la vraie question est, si c'était un accident, si tout a été filmé, pourquoi les gens font autant le lien entre la mort de Lisa et celle de Alia? Parce que c'est vrai que la mort d'Alia, les gens pensent vraiment qu'elle a été assassinée. Mais je vais vous expliquer pourquoi les gens pensent donc que ça a été un assassinat. Et attention, là, on rentre dans la zone spéculation, théorie. Une personne qui était présente sur les deux scènes de crime, c'était donc Hype Williams. Hype Williams est donc un producteur et réalisateur de clips vidéo qui travaillait beaucoup et travaille encore avec les Carter, donc avec Beyoncé et avec Jay-Z. C'est lui qui s'était donc occupé de réserver la voiture pour Left Eye. C'est aussi lui qui a mis Alia inconsciente dans cet avion en question. Je vous ai déjà raconté l'histoire d'Alia dans cette vidéo, à savoir Alia ne voulait pas monter dans l'avion dans lequel elle est décédée. Elle a appelé un ami qui lui a envoyé un jet, donc son ami lui a envoyé son jet à lui, donc il y avait un jet qui l'attendait et Hype Williams l'aurait mise donc inconsciente dans l'avion qu'elle ne voulait pas prendre. Donc la vraie question c'est pourquoi est-ce qu'elle est montée inconsciente? Déjà inconsciente dans cet avion et pourquoi à quelle heure tu te dis la pop star va dans l'avion pourri et moi je vais prendre le jet tout neuf. Qui fait ça? That Lenny Kravitz had offered her a jet and that Hype had took the jet. So that's what really pissed me off about the situation. Donc il la met dans cet avion, l'avion il décolle et une minute après il se crache. En plus de ça, c'est aussi Hype Williams qui s'est chargé de trouver un pilote en vitesse et il a choisi un pilote qui n'avait plus sa licence et qui était sous effet de poudre blanche et alcool au moment du décollage. Quelque chose d'autre de très suspect aussi pour les gens, c'est donc le fait que les deux accidents, Lisa et Alia, ont été à l'étranger. Et bien sûr qu'un accident à Honduras ou aux Bahamas, ben c'est pas la police des États-Unis qui va prendre en compte l'enquête. Et on va pas se mentir, c'est beaucoup plus facile de donner un petit pot de vin aux flics d'Honduras qui galèrent à joindre les deux bouts parce qu'ils sont payés rien du tout que aux flics américains, sachant que l'affaire va être hyper médiatisée. Bien sûr que tout ça, ce sont juste des suppositions, mais pour les gens, Hype Williams pourrait avoir donc quelque chose à faire dans ces deux accidents-là. Et vous vous demandez pourquoi? Quel est l'intérêt Hype Williams de faire disparaître ces deux pop stars alors que il travaille pour elle? En ce qui concerne Alia, donc Hype Williams, il était proche de Jay-Z. Comme je vous ai dit, attention, ce sont que des suppositions. Jay-Z était soi-disant intéressé par Alia. Alia s'était plutôt intéressée à Damon, son meilleur ami. Damon, avec qui Jay-Z travaillait. Ils ont fait leur label ensemble. Jay-Z a finalement trahi son meilleur ami pour se rapprocher de R. Kelly. On ne sait pas pourquoi, alors qu'il savait que R. Kelly avait abusé sexuellement d'Alia, la meuf de son meilleur pote. That I got a girl that your man and like you gonna still work with him. So what you think I felt? Donc déjà on pense que Hype Williams, très proche de Jay-Z, aurait pu aider R. Kelly à faire disparaître Alia car elle commençait à parler des abus qu'elle avait subis dans les mains de R. Kelly. Petit rappel, ça c'était en 2001, en 2023, donc 20 ans après, R. Kelly a été arrêté pour des faits similaires, donc trafic sexuel
et même abus sur mineurs. The first girl, and nobody believed me. He shook me, like, he pushed me down the stairs. Si Alia voulait parler, il aurait peut-être pu tomber il y a 20 ans en arrière. Donc voilà la première raison du meurtre d'Alia. De deux, c'est que soi-disant, elle commençait à faire de l'ombre à Beyoncé. Ça, c'est une théorie qui fait beaucoup parler parce que beaucoup disent que de 1. Du coup, Alia, elle est décédée donc le 25 août 2001. Et en ce qui concerne Jay-Z et Beyoncé, leur romance aurait commencé donc aux alentours de quand ils étaient en train de préparer leur première chanson ensemble qui est sortie en octobre 2002. Donc les gens pensent qu'ils se sont mis ensemble entre 2001 et 2002. Je pense que c'est un peu la ligne de défense de ceux qui sont fans soit de Beyoncé ou qui ne croient pas trop aux théories comme ça, parce que suffit de creuser pour voir que Beyoncé a plus tard révélé dans des interviews que leur relation avait commencé autour des années 99-2000. Et je pense que c'est un sujet qui est pas trop abordé parce que si on calcule l'âge de Beyoncé en 1999, ben elle avait à peine 18 ans alors que Jay-Z en avait déjà 30 ans, donc il y a quand même 12 ans d'écart. Dans la vidéo de Jay-Z, je vous avais parlé du fait que Jay-Z est accusé un peu de s'intéresser à des mineurs, de les accaparer, d'en profiter. Vous en avez parlé là, je vais pas en reparler ici parce que cette vidéo a été démonétisée, tout comme la vidéo de Didi où j'ai fait 1 million de vues. Mais bref. Donc c'est vrai qu'avec la disparition d'Alia, Jay-Z et R. Kelly avaient un peu tout à gagner. R. Kelly pouvait se retrouver dans la sauce à cause du fait qu'il a abusé d'Alia quand elle était mineure. Et Jay-Z, pour beaucoup de personnes, il avait le seum que Alia se soit intéressée à son meilleur ami et pas lui. Et en plus, il y avait soi-disant Beyoncé, le fait qu'il voulait l'aider. I want you to think about this. Allegedly, Sean Carter is responsible for enacting Hype Williams to put Aaliyah on a faulty plane to move her out the way as punishment for rejecting him and so he could level up Beyoncé. We're struggling. Et en fait, moi, je pense à un truc, après, peut-être que je pars un peu loin, mais même s'il n'y avait pas Beyoncé, imaginons R. Kelly, peut-être qu'il a pu passer un accord avec Jay-Z en mode on sort un album ensemble que si le souci Alia est réglé. Il aurait pu faire du chantage un peu comme ça, il était quand même déjà assez puissant, et il aurait pu demander à Jay-Z de régler ce problème. Et il faut savoir que bizarrement, quelques mois après la mort d'Alia, qu'est-ce qui s'est passé? Jay-Z a sorti un album avec R. Kelly, donc une fois de plus, Jay-Z, ce mec n'a aucune face d'aller collaborer avec le mec qui a la meuf décédée de son meilleur pote. Rien que ça, voilà. Maintenant, Lisa Left Eye, parce que c'est celle où les gens ont un peu plus de mal à croire à ces théories, mais les gens disent donc que sa mort a pu être orchestrée en raison de sa relation avec l'industrie musicale et de ses frictions avec certains dirigeants. Mais la théorie qui tourne vraiment, c'est plutôt la deuxième, et ça concerne Jay-Z une fois de plus. Puisque comme je vous ai dit, Hype Williams, c'est celui qui s'est occupé de réserver sa voiture, tout ça. Hype Williams, très proche des Carter encore aujourd'hui, ben les gens se demandent est-ce que Jay-Z n'aurait pas demandé à Hype Williams d'éliminer Left Eye parce que c'était un peu l'élément le plus fort dans le groupe TLC, à savoir le groupe TLC était le concurrent principal du groupe Destiny Child de Beyoncé, et il y avait aussi le fait que Lisa, l'élément le plus fort, voulait lancer sa carrière solo, et Beyoncé aussi, donc est-ce que Lisa aurait pu devenir vraiment la principale concurrente et ils ont préféré la faire disparaître. En tout cas, sur les médias, il y a beaucoup de vidéos qui ressortent avec toutes ces théories-là. Et c'est donc des vidéos de célébrités qui remercient tout le temps Beyoncé quand eux, ils remportent leur prix. Comme si c'était pour se protéger et ne pas être la prochaine cible. Donc Lizzo, Lady Gaga, Britney Spears, Adele par exemple en 2017 qui a littéralement cassé son Grammy Awards en deux pour donner la moitié à Beyoncé. I can't possibly accept this award and I'm very humbled and I'm very grateful and gracious, but my artist of my life is Beyoncé, and this album for me, the Lemonade album, was just so monumental. Beyoncé, it was so monumental. Il y a aussi la rumeur, alors je vous en ai parlé dans cette JVDT. Dans cette JVDT là, j'ai abordé pas mal de rumeurs et surtout de fake news, donc je vous la conseille si jamais. Mais il y a la rumeur que Kanye West n'a pas voulu humilier Taylor Swift en mode méchant, mais juste pour la protéger, donc pour lui faire un peu la honte et qu'elle ne devienne pas une cible par la suite. Autre chose dont les gens en parlent beaucoup, et je vous en avais parlé une fois de plus dans celle-ci, c'est la fameuse chanson de J. Cole. Rest in peace to Aaliyah. Rest in peace to Left
que la chanson a été supprimée de YouTube. Donc les gens ont commencé vraiment à dire c'est Beyoncé qui l'a fait supprimer de YouTube, elle veut effacer les traces. Je vais vous expliquer parce que c'est vrai que quand on voit les choses comme ça, on peut se dire ouais c'est bizarre, la vidéo a été supprimée de YouTube, mais il y a une raison. Dans la chanson de J. Cole, il va donc dire repose en paix Aaliyah, repose en paix Left Eye, Michael Jackson, on se verra, et je sais plus c'est quoi la phrase d'après. Et les gens disent que quand il dit she knows, juste après elle sait, ben de un, ça pourrait parler de Beyoncé en mode elle sait, mais en fait il parle surtout du fait que le nom de famille de jeune fille de Beyoncé se dit dans la même façon que knows. Donc est-ce que J. Cole faisait référence à Beyoncé? Ils disent aussi que she knows, ben le she ça ressemble à Sean, qui est le prénom de Jay-Z de base. Donc est-ce que c'était peut-être une façon de dire cacher Jay-Z et Beyoncé? Voilà, moi je trouve ça, c'est un peu partir dans les théories. Après, en effet, c'est vrai que c'est très bizarre de voir qu'ils mentionnent vraiment les 3 stars qui sont décédées d'une façon mystérieuse, les 3 stars qui sont mortes le 25. Et comme je vous dis, le clip de J. Cole a été supprimé de YouTube. Quand on clique sur la vidéo, j'ai pas testé en France, mais aux États-Unis oui, ça fait vidéo indisponible. Et ils ont trouvé ça très suspect en disant que Jay-Z et Beyoncé effacent leurs traces, nanana, nanana. Mais en fait, faut savoir que d'autres musiques ont été retirées, plusieurs vidéos d'artistes, parce que tout simplement YouTube et SISAC n'ont pas renouvelé leur contrat. Donc en fait c'est une sorte de contrat et des musiques ont été supprimées pour l'instant. En fouillant un peu, je suis tombée sur pas mal d'interviews et de célébrités qui parlent donc de l'accident d'Aaliyah et de Lisa, en disant une fois de plus que Jay-Z savait ce qui s'est passé. On a donc tout simplement cette interview en question. That Jay-Z knew about what happened to Aaliyah. Right. Exactly. I mean, I didn't think about that, but yeah, it's like here is this guy who was in love with this girl, and now your business partner is doing a project on your label with a guy that essentially your girl, and like, yo. Parlons maintenant des updates sur Diddy, puisqu'il s'est passé des choses dans la nuit. On va apprendre que le célèbre avocat Alex Spiro a été embauché, lui et une équipe, par la famille de Tupac pour essayer de faire rouvrir le procès de son assassinat. J'ai aussi vu qu'ils veulent rouvrir l'enquête sur la mort d'Aaliyah, donc on verra. Mais pour ceux qui savent pas, Tupac avait déjà été cible d'une tentative de... 2 ans avant qu'il soit décédé, il avait été touché par 5 balles et il avait survécu. Et lors d'un interview après donc cette tentative de meurtre, il avait dit qu'il savait que Diddy était impliqué, que soit Diddy était littéralement impliqué ou soit que Diddy savait qu'on allait lui tirer dessus et qu'il n'a rien dit. Vous vous demandez pourquoi sa famille veut faire rouvrir le procès maintenant, 27 ans après. Faut savoir que des déclarations de l'ancien chef de gang, donc Kif D, qui a été arrêté en 2023 pour le meurtre de Tupac justement, ont refait surface dans des documents judiciaires de juillet. Et dans ces documents, Kif D affirme que Diddy avait payé le criminel Eric Von Martin $1 million pour ce meurtre. À savoir, il avait déjà accusé Diddy en 2009, mais les autorités n'avaient pas pris ses déclarations au sérieux. La famille aurait donc déclaré qu'elle transmettra aux autorités tous les documents impliquant Diddy dans les actes pour des possibles poursuites pénales. Donc faut faire la différence. C'est pas la police qui ont rouvert le cas. C'est vraiment la famille de Tupac ont embauché un enquêteur pour qu'il récolte un max d'infos, qu'il puisse présenter ces documents à la police et qu'ils ouvrent peut-être le cas. C'est pas la première fois qu'on entend que Diddy avait quelque chose à faire dans la mort de Tupac. Par exemple, en 2003, un ancien associé de Diddy chez Bad Boy Entertainment avait également affirmé que Diddy était responsable de la mort de Tupac. Mais faute de preuves concrètes, cette accusation a été rapidement oubliée. 8 ans plus tard, dans le livre Meurtre dans le rap, l'histoire inédite des enquêtes sur Biggie et Tupac, l'ancien détective de Los Angeles, donc Greg Kading, a soutenu à nouveau que Diddy avait payé $1 million pour faire tuer le rappeur. Récemment, on a Rihanna qui s'est manifestée, donc ça s'est passé dans la nuit et je me suis réveillée partout avec des articles. Rihanna s'est exprimée sur l'affaire Diddy, nanana. Et là, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis dit, heureusement que j'ai pas tourné hier. Quand j'ai vu ce que j'ai vu, je me suis dit, ah ok, c'est tout. En fait, elle sortait d'un restaurant italien, oh ça m'a donné faim, à Los Angeles. Et un journaliste, un paparazzi lui a demandé, est-ce que tu t'es rendu à l'une des soirées de Diddy? As-tu déjà été à l'un des freak-offs? Et en fait, il y aura un long silence. Et puis, elle va dire c'est dingue en souriant avec un petit rire. Were you involved in any of the freak-offs? That's crazy.
Donc voilà, c'est vrai que le petit sourire et rire alors qu'on parle clairement de soirées où des personnes ont été abusées, ben ça n'a pas trop plu aux gens et depuis les gens disent donc que c'est sûr que Rihanna c'est des choses, qu'elle est complice. Il faut se calmer parce que c'est pas juste parce que ben il y a eu un gros blanc et elle a dit ça, on sait pas. Peut-être c'était nerveux, elle s'attendait pas, peut-être qu'elle s'est dit c'est dingue parce qu'on lui a posé cette question 40 000 fois. On sait pas. Je comprends qu'on peut sous-entendre des choses, mais après de là à dire qu'elle est complice et qu'il faut qu'elle tombe, qu'il faut aller l'unfollow, qu'il faut la boycotter. Genre, calmez-vous. Et tant qu'on parle de personnes célèbres, j'ai trouvé une interview de Ashton Kutcher qui mentionne les soirées de Didi. Et c'est vrai que lui, il est un petit peu problématique. Lui et son frère, il y a pas mal de choses à dire. Si jamais je peux vous en faire une JVDT. Mais il avait été questionné sur ça. Et il avait dit, j'ai beaucoup de choses que je ne peux pas dire. Je ne peux pas raconter cela non plus. En fait, je passe les choses en revue dans ma tête. Les soirées chez Didi, mec, c'était un retour bizarre dans le passé. Bon les gars, dernier update, il y a une interview qui est sortie d'un ancien garde du corps de Didi qui mentionne le fait que dans les années 90, Usher aurait fini à l'hôpital après que Didi aurait donc abusé de lui. If you don't mind me asking, because I know the topic is sensitive, what happened to Usher? I heard about some music executive from the industry. At the time, I didn't even know who the F Usher was. You know what I'm saying? You know, Puff sent this little kid to the hospital. How he sent him to the hospital? Man, nigga was from the butt, and that's what was said. But I didn't even have a name for the kid at the time. You know, that's something that you heard. You don't know if it's true, you just heard. I'm not afraid to say what I saw or what I didn't see. I didn't experience that with him. That was not my experience with Diddy. Voilà un peu en ce qui concerne la mort de Lisa de Left Eye. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Je vous laisse 2 autres vidéos sur l'écran. Je fais plein de bisous. Bisous, ciao.